C'est un plaisir de vous retrouver sur la RTG. Au sommaire de ce journal, partenariat économique Guinée-Maroc. Les travaux ont été lancés ce mardi à Conakry. Des hommes d'affaires guinéens et marocains se donnent rendez-vous pour rehausser le niveau des échanges commerciaux entre les deux pays. Nous en parlerons dès le début de ce journal. C'est officiel, l'approvisionnement des hôpitaux militaires à médicaments essentiels au camp Soundiata Keïta de Kankan. Des médecins-chefs sont allés pour récupérer leur dotation. Ces produits pharmaceutiques sont destinés aux hôpitaux et centres médicaux des armées pour maintenir la santé physique et mentale des militaires. Aussi dans ce journal, les délégués de la 13e édition du Forum international des femmes entrepreneurs dynamiques se donnent rendez-vous sur le site touristique Soro. Ces femmes leaders entendent ainsi vendre la destination touristique de la Guinée après d'intenses travaux autour du forum. Voilà donc pour les titres. Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. À la une de l'actualité ce soir, le directeur général de la firme financière nigériane, le groupe First Bank, est en séjour de travail en Guinée. Il est venu échanger avec les autorités autour des modalités de financement des activités économiques dans le pays. La mission a été reçue au Palais de la Colombe par le Premier ministre Amadou Ouriba. Je vous propose de suivre Séré Madi Kaba, président du conseil d'administration de First Bank Guinée, à sa sortie d'audience au micro d'Ousmane Bangoua. Nous avons jugé utile de venir ici pour rencontrer le Premier ministre, chef du gouvernement, pour avoir les orientations du gouvernement dans le cadre du financement des activités économiques en Guinée. Donc il y a la délégation à un programme très large de visites des opérateurs économiques en Guinée dans beaucoup de secteurs, comme le secteur minier. Mais c'est une opportunité avec la chaîne de valeur qu'il y a des opportunités de financement au niveau du secteur, au niveau de plusieurs secteurs économique en Guinée. Donc la délégation est venue pour avoir les orientations du gouvernement. Comme le secteur de l'agriculture, par exemple, c'est un secteur comme avec le projet Simandou, tel que les instructions, les orientations que nous avons reçues du Premier ministre, il y a pas seulement le secteur minier, mais tous les secteurs autour des mines qui peuvent être développés, comme l'agriculture, comme le transport, comme d'autres secteurs qui peuvent être développés autour d'activités minières, qui est encore beaucoup plus important. Donc c'est dans ce cadre-là que nous estimons que la banque, qui déjà finance beaucoup en Guinée, dans beaucoup de secteurs, comme dans le secteur pétrolier, dans le secteur industriel, la banque finance beaucoup, mais c'est une opportunité alors de voir quels sont les secteurs qui sont les secteurs porteurs en Guinée où la banque doit intervenir. Hors de nos frontières en Turquie, la grande commission mixte de coopération a débuté ce mardi à Ankara. Une forte délégation guinéenne conduite par le ministre des Affaires étrangères prend part aux échanges. À marge de ces travaux, le chef de la diplomatie guinéenne a eu des entretiens avec les ministres turcs du commerce et des affaires étrangères. Makemed Unzo nous signe ce compte rendu. Le visage du ministère turc des Affaires étrangères, première étape des rencontres de la délégation guinéenne. Sur la table, plusieurs questions et la principale porte sur l'immigration. Dr Mourisanda Kouyaté a posé sans filtre la problématique des conditions de détention de certains compatriotes en Turquie, ainsi que la position de la Guinée sur la question. Au regard des bonnes relations de coopération entre Conakry et Ankara, il appelle au nom du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, au traitement des Guinéens avec dignité et humanisme sur le sol turc. D'autres sujets diplomatiques ont aussi été abordés avec le député ministre des Affaires étrangères de la Turquie. Nous avons eu une excellente réunion avec son Excellence. Et bien sûr, nous avons discuté des questions bilatérales et régionales concernant la Guinée et la Turquie. Ce fut une rencontre très productive. Nous nous sommes concentrés sur l'augmentation de notre commerce et de notre coopération dans l'industrie de la défense et sur plusieurs autres sujets.
Nous avons également abordé nos problèmes communs et la manière de les résoudre, et cela a été très constructif. J'ai transmis au président de la République de Turquie les salutations de son frère, le président général Mamadi Doumbouya. Et ceci, c'est pour planter le cadre de la grande commission mixte Guinée-Turquie. Nous avons discuté et nous allons continuer dans les commissions à discuter de toutes les questions et sans tabou. Et j'ai été agréablement briefé par la partie turque, leur désir de travailler avec la Guinée, de travailler avec son gouvernement, et le désir des deux chefs d'État à travailler ensemble, comme ils l'ont dit lors de l'investiture du président Erdogan ici en 2023. Dans le cadre de la grande commission mixte de coopération, il y a eu cette autre rencontre. Dr Mourissanda Kouyaté et le député ministre turc du Commerce ont fait une revue des axes de coopération bilatérale entre les deux pays. La Turquie, séduite par le programme Simandou 2040, espère y prendre part et favoriser une meilleure connexion commerciale avec la Guinée. Le programme Simandou est très séduisant. Les autorités guinéennes ont présenté une feuille de route précise qui représente une opportunité significative pour nos entreprises. Nous allons encourager notre secteur privé à prendre part à ce plan d'investissement et nous veillerons à ce qu'il soit mieux positionné dans le cadre de ce projet d'envergure. En outre, nous allons rapidement augmenter notre plan commercial actuel à la première occasion. Je souhaite plein succès à notre coopération. La Guinée a maintenant une vision du chef de l'État qui est traduite dans Simandou 2040. C'est ce que nous avons présenté à nos partenaires. Ils le savaient déjà. Il y a un changement radical en Guinée. C'est qu'au lieu de poser la question à nos partenaires, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Maintenant, on leur dit, voici la vision du président, voici ce que nous voulons faire. Insérez-vous là-dedans si vous êtes intéressés. Et tous nos partenaires sont intéressés et la Turquie a une place importante dans ce développement, dans la mise en œuvre de Simandou, comme tous les pays. Demain mercredi, les deux pays vont signer plusieurs protocoles d'accord pour renforcer leur coopération bilatérale. Autre grande annonce faite au cours de cette rencontre, le désir du ministre turc du Commerce de conduire très prochainement une délégation d'hommes d'affaires en Guinée. C'est effectif la présence de la mission économique et commerciale marocaine. Les travaux sont ouverts ce mardi à Conakry. Les hommes d'affaires guinéens ont répondu à l'invitation de leur homologue chérifien. Il est essentiellement question de rehausser le niveau des échanges commerciaux profitables aux deux pays. Reportage d'Isiaga Kamara et Mohamed Seyar Souma. Au plan économique, la Guinée et le Maroc renouvellent leur coopération. La redynamisation des échanges commerciaux est en discussion. Il faut être très optimiste. La Guinée est un pays vibrant, un pays qui bouge. Il y a beaucoup de réformes qui ont été entreprises récemment. Il y a bien évidemment le nouveau plan Simandou 2040 qui est porteur de beaucoup de croissance. Et donc c'est une opportunité pour que les sociétés marocaines discutent avec leurs frères et sœurs guinéennes et guinéens pour s'inscrire justement dans cette dynamique de croissance et de développement. Les deux pays souhaitent mettre la barre très haut. L'espoir semble permis avec le patronat unifié. Nous sommes convaincus que ces travaux B2B contribueront à renforcer les liens économiques entre nos deux pays et créer de la valeur ajoutée pour nos entreprises. Plus que jamais, notre pays est dans un élan, bien entendu, sous le grand leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Il faudrait à un moment donné qu'on trouve la juste balance entre ce qui nous est importé et ce que nous-mêmes nous produisons localement pour que l'excellence soit destinée à l'exportation. Un rendez-vous d'affaires organisé par l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations. De nouvelles opportunités sont à saisir. Franchement, je pense qu'entre la Guinée et le Maroc, on a tellement d'opportunités dans l'agro-business aujourd'hui. Je pense que ça nous inspire à tout moment de développer
l'agriculture. C'est pour dire que nous aussi nous avons quelque chose à vendre. Nous avons un produit à vendre. Nous avons à montrer aussi à ces investisseurs que nous évoluons dans l'agro-business. Nous sommes dans l'agriculture. Nous avons besoin de la technologie, de la plus grande technologie pour essayer de mettre en valeur tout ce que nous avons. La rencontre de Conakry ambitionne de dépasser les 140 millions de dollars que partagent annuellement la Guinée et le Maroc en termes d'échanges commerciaux. Des B2B s'enchaînent afin de rapprocher les intérêts de façon réciproque. Direction la Colombie pour parler de la participation de la Guinée à la COP16 sur la biodiversité. La délégation de Conakry, conduite par la ministre de l'Environnement, a signé de nombreux accords de partenariat. Elle a également rencontré plusieurs partenaires intéressés par la protection des écosystèmes en Guinée. Mamadou Alpha Baldé, depuis Cali, c'est en Colombie. À Cali, la délégation guinéenne a rencontré plusieurs partenaires techniques et financiers intéressés à accompagner la dynamique de conservation de la biodiversité dans le pays. Du Fonds pour l'environnement mondial à l'Office français de la biodiversité jusqu'à Climate Change, de nombreux accords de partenariat sont signés en faveur de la biodiversité de l'ensemble des régions du pays. Notre présence à Cali a également été l'occasion de nouer et de renforcer des partenariats, notamment avec la France. Nous avons eu des échanges avec deux agences françaises, Climate Change et l'Office français pour la biodiversité, qui contribuent à la préservation et à la conservation de la biodiversité. Nous comptons notamment mettre en place des corridors de biodiversité en Guinée qui vont aller du parc national de Badiar à celui du Moyen Bafing. Ici à Cali, la Guinée a aussi officiellement intégré la famille de l'Observatoire du Sahara et du Sahel, OSS, qui est une organisation internationale à vocation africaine. OSS travaille depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années avec la Guinée sur un certain nombre de thématiques en rapport avec l'environnement. On a déjà un projet sur la comptabilité écosystémique du capital naturel, dans le cadre duquel on est en train d'élaborer des comptes pour les principaux écosystèmes du pays. Alors la signature de la convention que Madame la ministre vient de formaliser, c'est la signature de l'adhésion à l'Observatoire du Sahara et du Sahel. Donc c'est le couronnement du processus qui a démarré il y a quelques années et où l'Observatoire du Sahara et du Sahel a déjà accepté la demande d'adhésion de la Guinée. La ministre Djami Diallo a aussi participé à plusieurs panels. Ici, autour de la Banque mondiale, les débats portent sur le défi mondial sur les forêts. La ministre de l'Environnement a présenté les mesures mises en œuvre en Guinée pour la préservation de la biodiversité, notamment l'extension du réseau national d'aires protégées. Justement, on enchaîne donc avec ce communiqué portant levée de la suspension des opérations de coupe du transport et de l'importation de bois en République de Guinée. À l'attention de mesdames et messieurs les gouverneurs de régions administratives, les préfets, sous-préfets et présidents de délégations spéciales, les inspecteurs régionaux et directeurs préfectoraux de l'environnement et du développement durable, les chefs de section préfectorale et communale des forêts et de la faune, les chefs d'antenne préfectorale et communale de l'Office guinéen du bois, les chefs des unités régionales et préfectorales de la brigade de lutte contre la criminalité faunique et floristique, les chefs de cellules du Fonds de l'environnement et du capital naturel, le commandant de la brigade de lutte contre la criminalité faunique et floristique, le commandant de la gendarmerie environnementale, les acteurs de la filière bois. La ministre de l'Environnement et du Développement durable remercie l'ensemble des acteurs de la filière de l'exploitation forestière pour le respect des dispositions du communiqué du 3 juin 2024 portant suspension de la coupe, de transport et de l'importation de bois en République de Guinée. En effet, la trêve observée a permis de limiter les coupes de bois sur l'ensemble du territoire national et d'organiser des concertations nationales au cours desquelles des mesures ont été identifiées pour une exploitation forestière à impact réduit, notamment autour des aires protégées, des berges et têtes de source des cours d'eau.
Ces résultats encourageants ont été obtenus grâce aux efforts conjugués de tous dans le cadre de l'intensification des patrouilles de la brigade de lutte contre la criminalité faunique et floristique et de la gendarmerie environnementale en collaboration avec les services techniques territoriaux permettant la saisie et la traduction en justice de plus de 20 cas de fraude, créant ainsi un effet dissuasif significatif et la sensibilisation par le ministère de l'Environnement et du Développement durable de concert avec les associations des acteurs de la filière bois auprès des exploitants, transporteurs et commerçants, ce qui a contribué à stabiliser les prix du bois sur le marché. Pendant la période de suspension, le ministère a organisé des concertations dont les recommandations ont permis de formuler des réformes majeures pour une exploitation forestière durable en Guinée à l'impact réduit. Par ailleurs, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, consciente de la nécessité de réapprovisionnement du marché pour la satisfaction des besoins locaux en bois d'œuvre et tenant compte de l'importance des mesures permettant de limiter les pressions sur les forêts, informe l'ensemble des autorités administratives, la population locale et les acteurs de la filière bois de la levée de la suspension de la coupe du transport et de l'importation de bois sur toute l'étendue du territoire national, exclusivement pour la consommation sur le territoire national à partir de ce mercredi 6 novembre 2024. Dans le cadre des activités de coupe, de transport et de l'importation de bois en République de Guinée, le ministère de l'Environnement et du Développement durable assurera la mise en œuvre des mesures ci-après. La délimitation et le géoréférencement des assiettes de coupe, la révision de la durée d'exploitation forestière en concertation avec les acteurs de la filière bois afin de diminuer les pressions sur les ressources, l'engagement de tout exploitant artisanal ou industriel, importateur, transporteur ou commerçant de bois à travers un cahier de charges comprenant les mesures techniques environnementales et sociales dont le reboisement compensatoire, la mise en place d'un contrôle territorial exercé par les services déconcentrés, antenne au GIB, section forêt et de la faune et brigade préfectorale de lutte contre les criminalités fauniques et floristiques dans leurs circonscriptions territoriales respectives en fonction du niveau d'intensité de la coupe dont la coordination est assurée par le chef d'antenne au GIB. L'intensification de la lutte contre les fraudes à travers des postes de contrôle fixes et une brigade mixte mobile relevant directement du ministre en charge de l'environnement couvrant le territoire national et les zones frontalières. Le respect des quotas fixés par exploitants agréés sur la base des cahiers de charges, des fiches de suivi, chantier et d'embarquement. L'utilisation des scies mobiles en lieu et place des tronçonneuses en vue de rentabiliser le sciage au bois. Mesure assortie d'un moratoire de 90 jours. La présentation de la carte de la zone d'exploitation et des lettres d'accord établies avec les communautés locales avant de procéder à la fixation des quotas de coupe par agréé. L'exportation de bois brut reste strictement interdite conformément à l'article 93 du Code forestier. Enfin, la ministre de l'Environnement et du Développement durable sait compter sur l'engagement de tous les acteurs concernés pour la mise en œuvre effective de ces mesures, gage de la conservation durable des ressources forestières du pays et du respect de la réglementation en vigueur. Toute violation des dispositions ci-dessus citées sera sanctionnée conformément aux lois en vigueur en République de Guinée. Conakry le 5 novembre, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Diami Diallo.
On en vient à présent à cette visite de travail effectuée par le directeur général du Conseil guinéen des chargeurs à la SOGEAC. Il était question pour lui de s'enquérir du fonctionnement de la dite direction. Une collaboration franche est envisagée entre les deux directions pour la bonne marche du secteur des transports. Le point avec Abraham Christophe Conté, Mohamed Aïcha Silla et Algassi Mouba. C'est une visite de prise de contact du directeur général du Conseil guinéen des chargeurs. Lansine Keita vient s'enquérir des réalités dans les locaux de la société de gestion de l'aéroport de Conakry, SOGEAC. Ici, les deux directeurs décrivent les projets en cours dans leurs directions respectives et s'engagent à collaborer étroitement dans le transport et le traitement des marchandises. Depuis ma prise de fonction, j'ai eu à faire toute une série de tournées et nous nous sommes rendus compte qu'il y a une structure qui manquait dans la chaîne qui était la SOGEAC. Et puisque, comme vous le savez, l'une de nos principales attributions aussi, c'est l'assistance aux chargeurs, donc aux opérateurs économiques qui font aussi de l'import-export et tout. Donc la SOGEAC se trouve être aussi un maillon fort donc, de cette chaîne, ce qui justifie aujourd'hui notre présence ici. L'une des articulations de cette prise de contact, la visite de l'aérogare de fret de la SOGEAC. Ici également, le directeur général de la SOGEAC donne des orientations pour l'accomplissement des ambitions de sa direction. Le CGC et la SOGEAC appartiennent au même département, donc il est important qu'entre ces deux entités-là, qu'on se connaisse. Il est vrai que le CGC, pour nous qui sommes dans l'aérien, est une entité méconnue. Donc cette visite, m'a permis à moi et à mon équipe de savoir un tout petit peu ce qu'ils font de l'autre côté. Et lui aussi, naturellement, comme il l'a dit, ça lui a permis aussi de voir un peu au niveau fret surtout ce que nous faisons. Cette visite a été aussi une occasion pour les deux directeurs de créer un climat de bonne collaboration avec les services rattachés de leur direction. Vous le savez certainement, le ministre du Travail et de la Fonction publique était récemment en visite de travail à l'intérieur du pays. À Kankan, Faya François Bourounou a procédé au lancement du programme de certification des cadres intérimaires de la région. 200 cadres de l'administration déconcentrée vont ainsi suivre 6 semaines de formation, à l'issue de laquelle les plus méritants seront certifiés. Reportage de Mamadi Terna Kamisoko. À Kankan, c'est parti pour 6 semaines de formation intense destinée à 200 cadres intermédiaires bénéficiaires du programme de certification. Après Zérékoré, la Haute-Guinée devient ainsi la 2e région touchée par cette initiative qui vise à rapprocher la formation des agents. Une politique de proximité pour mieux booster l'administration déconcentrée dans sa quête vers un service de qualité. Une bonne administration publique n'est pas un luxe. C'est une condition essentielle de développement. Or, il ne saurait y avoir une bonne administration en l'absence d'agents publics compétents, intègres et disponibles, formés et rompus à toutes les techniques modernes de l'administration publique. Eux-mêmes qui sont présentés et ils ont été admis pour faire cette formation. Donc, mais pour faire cette formation, je leur demande de prendre toutes les dispositions et de prendre tout le temps pour suivre cette formation, parce que ça va à leur intérêt. À l'avant-garde de cette action vitale pour la performance de l'administration publique guinéenne, le ministre du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bourounou, peut compter sur le soutien sans relâche de l'Agence française de développement AFD à travers Expertise France. Le groupe AFD, par l'intermédiaire d'Expertise France et de l'AFD, se tient donc aux côtés de l'administration publique et plus particulièrement du ministère du Travail et de la Fonction publique pour les accompagner dans cette réforme et dans l'accompagnement des cadres et fonctionnaires qui forment les corps de la fonction publique. Donc cette formation va leur permettre d'avoir des outils en termes de management public, en termes de management transformationnel, en termes de déontologie, de la prise en compte de la dimension genre, n'est-ce pas, dans le pilotage des services publics. Le projet d'appui au perfectionnement de l'administration publique PAPAP est mis en œuvre sur le terrain par l'Institut national de formation et de perfectionnement INFP. Dans les prochains mois, les régions de l'Abbé et Kindia bénéficieront du même programme qui ambitionne de certifier en tout 600 cadres intermédiaires dans tout le pays.
La Guinée a reçu la semaine dernière le gouverneur du district 403A1 du Lions Club International, un séjour mis à profit par Simon Kaboré pour échanger avec les membres du gouvernement et les responsables de certains services. Objectif, porter un regard nouveau sur les nouvelles visions autour des 5 causes mondiales que défend le Lions Club, mais aussi parler de futurs partenariats. Abdul Karim Kamara. Cet homme dépose sa valise sur le sol guinéen dans le but de s'enquérir de l'état de service et de l'humanitaire tenu par le Lions Club. Simon Kaboré est le gouverneur du district 403A1 qui couvre 8 pays dont la Guinée. À peine arrivé, il retrousse ses manches pour conférer avec les autorités du pays, notamment les membres du gouvernement. En principe, nous devons avoir l'agenda du pays, des autorités. Nous avons fait le tour avec l'ensemble des autorités et des accords de partenariat vont être signés avec ces différents ministères pour pouvoir suivre de près les réalisations sur le terrain et apporter au cas par cas, si besoin nécessaire en tout cas, apporter donc la contribution des Lions. Ces différents chefs de département et le gouverneur Kaboré ont surtout échangé sur comment rebattre les cartes des services rendus au niveau des 5 causes mondiales que défend le Lions Club. Il s'agit du diabète, du cancer infantile, de l'environnement, la lutte contre la faim et la vue. Le Lions accompagne beaucoup de projets scolaires dans la santé. Et on voit un impact immédiat pour les communautés puisque ce sont des projets qui commencent et qui vont jusqu'au bout. Donc ça, c'est plutôt à mettre au compte du Lions Club de Guinée et de les féliciter pour toutes ces actions qu'ils mènent auprès de nos communautés. Je suis membre Lion et j'ai eu le privilège et la chance de bénéficier d'une distinction. Lorsque nous nous faisons distinguer par notre leadership, par notre inspiration, nous sommes honorés. Donc je ne peux qu'être fier de cette visite, fier d'être Lion, fier d'appartenir à cette famille. Dans le même ordre d'idées, des échanges ont eu lieu successivement avec les responsables des structures comme la SOSIAC et l'hôpital Donka afin de parler de futurs partenariats. Nous avons profité pour présenter au club la refondation du système de santé en République de Guinée, présenter les différents services que nous avons et le modèle de gestion qui est en place à l'hôpital national Donka. Je pense que la SOGIAC sera très heureux d'être associé à certaines de ces causes. C'est pour améliorer les conditions de vie des gens, de la population. 2 orphelinats 6 en banlieue de Conakry ont aussi eu l'honneur de recevoir le gouverneur Simon Kaboré. Ce sont la Fondation internationale Tierno et Mariam à Nongo et le foyer Kiridia à Matoto. Et puis, le ministère du Plan et de la Coopération internationale, à travers la Direction nationale de la population et du développement, a célébré la Journée mondiale de la population, une occasion saisie pour lancer le rapport sur l'état de la population mondiale. Plus de détails avec Tabansila. La Guinée célèbre en différé la Journée internationale de la santé mentale. Ici, elle est célébrée à l'occasion d'un forum initié par KMD Thérapeutique et Coaching. Des panels sont animés pour interpeller les décideurs sur les conséquences de la maladie mentale. La santé mentale est un sujet qui est préoccupant. Il y a énormément de souffrances tout autour de nous et souvent on n'ose même pas parler. D'où le slogan en fait, brisons le silence afin de construire l'avenir. Lorsqu'on est en surcharge mentale ou on est dans la gestion du stress, des fois on a du mal à comprendre en fait ceux qui sont autour de nous. Et du coup, on prend tout à cœur et on réagit d'une certaine façon qui n'est pas forcément appropriée. Un travailleur qui n'est pas bien équilibré, qui n'est pas en bon état, qui n'est pas bien stable, ça a des retentissements sur sa famille également. Donc, aborder la question de la santé mentale, prendre en compte la question de la santé mentale est quelque chose d'important pour l'équilibre de la société. Le stress, la forte pression au travail ou en famille sont quelques facteurs dégradant la santé mentale, mais pas seulement. La question de la santé mentale reste un sujet très crucial pour l'ensemble des autorités. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que dans ce processus de refondation, pour qu'elle soit réussie, en général, quand on parle de santé mentale, on ne sait pas trop, on attend que ça atteigne un niveau visuel désormais pour qu'on prenne action, alors qu'il y a des étapes plus silencieuses où il faut prendre des actions. Cette année, le thème retenu
et briser les tabous afin de construire l'avenir. Voilà, vous l'avez donc compris, c'était plutôt la célébration de la journée mondiale de la santé mentale. À présent, nous revenons donc sur la célébration de la journée mondiale de la population. C'est un reportage signé Tabansila. Depuis 30 ans, la Guinée se joint aux autres pays membres des Nations Unies pour célébrer la journée mondiale de la population tous les 11 juillet. Cette année, elle est commémorée en différé ce 5 novembre à Conakry avec pour thème « Tirer parti du pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous ». Le gouvernement guinéen entend résolument poursuivre la mise en œuvre des réformes structurelles et sectorielles d'envergure visant à assurer le bien-être des populations et bénéficier son fort potentiel de jeunes afin d'atteindre les objectifs de développement durable ODD. Je voudrais exhorter nos partenaires au développement de mettre à profit le pouvoir des données inclusives pour construire un avenir non seulement résilient, mais également équitable. La journée mondiale de la population 2024 offre au pays, aux sociétés et aux décideurs une autre occasion de célébrer les progrès dans la collecte et l'analyse des données. Ce n'est qu'en connaissant avec un niveau de détail sur le profil de chaque personne qui habite le territoire d'un pays, que les décideurs de ces pays peuvent assurer les droits et les choix de chaque citoyen. Comprendre la composition des ménages, les exclusions économiques et sociales est très important pour déterminer combien de sages-femmes, combien d'assistants sociaux déployés sur l'ensemble du territoire du pays. On fait un appel aux citoyens de se faire recenser. À cette rencontre, le club des jeunes filles leaders de Guinée, après un sketch sur les pratiques nocives à l'égard des femmes, a plaidé pour un changement de comportement. Au nom de toutes les jeunes filles de Guinée, je demande à ce que chacun de nous fasse l'effort d'inclure systématiquement les jeunes filles dans les données démographiques et statistiques, en veillant à ce que leurs besoins spécifiques soient visibles et compris. Cette démarche est essentielle pour garantir que nos droits, notamment ceux liés à la santé, à l'éducation et à l'égalité des chances, soient pris en compte. Destin entremêlé, lueur d'espoir, c'est le titre du rapport national sur la population remis au gouvernement. Il traite des progrès réalisés par la Guinée dans la mise en œuvre de ses engagements issus des différentes conférences internationales. À Dinguiraï, pour le lancement du tournoi doté de trophée Général Mamadi Doumbouya, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a effectué une visite à l'hôpital préfectoral. Le Dr Oumar Djoueba est allé voir les réalités de cette structure sanitaire et prodiguer des conseils au personnel médical. Diarra Diallo, Adama Elza Traoré. L'hôpital préfectoral de Dinguiraï, la plus grande structure sanitaire de la localité. Ici, des centaines de patients reçoivent quotidiennement des soins. En séjour dans la ville sainte, le ministre de la Santé est reçu par le personnel médical de l'hôpital. Comme ailleurs, les différents services de l'hôpital sont visités. Dr Oumar Djoueba vient s'imprégner des conditions de travail du personnel et des offres de soins. Il rappelle la tolérance zéro face au mauvais comportement du personnel. Parmi les conseils qu'il nous a prodigués, premièrement, c'est l'accueil. Nous devons accueillir dignement nos frères et sœurs de Dinguiraï dans les formations sanitaires. Ça doit être une réalité. Deuxièmement, c'est les femmes enceintes. Aucune femme enceinte, à partir de maintenant, ne doit payer 1 franc pour l'accouchement ou pour la césarienne. Puisque le gouvernement a fait des efforts énormes pour nous donner des médicaments, pour nous donner des équipements, pour que toutes les femmes enceintes puissent accoucher ou faire leur césarienne dignement sans qu'on demande 1 franc. Et le troisième, c'est autour des autres malades. Il a dit d'avoir de l'empathie pour nos malades, de se mettre à la place des malades. Au cours de cette visite, une fillette dans le coma attire l'attention du ministre de la Santé. Vu l'urgence de la situation, une prise en charge a été immédiatement engagée et son évacuation à Conakry décidée.
Je vous l'annonçais dans les titres, l'approvisionnement des hôpitaux militaires en médicaments essentiels se poursuit. Au camp Soundiata Keita de Kankan, c'est le rendez-vous des médecins-chefs pour récupérer leur dotation. Ces produits pharmaceutiques sont destinés aux hôpitaux et centres médicaux des armées pour maintenir la santé physique et mentale des militaires. Compte rendu, Yamokaba. Le ravitaillement sanitaire des forces de défense et de sécurité est une motivation solide du CNRD. Au camp Soundiata Keita de Kankan, les médecins-chefs se donnent rendez-vous pour récupérer leur dotation. Cet autre rituel consiste à réceptionner les produits pharmaceutiques destinés aux hôpitaux et centres médicaux des armées. Avant, comme vous avez constaté, les militaires partaient se soigner n'importe où et cela au prix, n'est-ce pas, de leur solde. Aujourd'hui, avec la présence de ces médicaments, ça allège la tâche et ça permet à tout militaire d'être pris en charge et de façon conséquente. C'est des molécules qui sont bien réfléchies, c'est tenant compte des différentes réalités des différentes régions militaires qu'on octroie ces différents médicaments aux différentes régions. Plusieurs engagements sont renouvelés pour améliorer le système au sein des centres médicaux des forces de défense et de sécurité. Leur approvisionnement affiche la détermination du service de santé des armées, bras opérationnel du ministère de la Défense nationale. Quand l'IRACI envoie ces molécules au profit des militaires, la famille militaire, mais aussi la population civile, vraiment, ça vient vraiment améliorer la qualité de nos activités. Le président, dans l'élaboration de ces bonnes œuvres, a toujours pensé à sa population et particulièrement l'armée. Le conseil utile que j'ai à donner pour les bénéficiaires, c'est d'abord penser à eux-mêmes, penser à la population et d'utiliser ces médicaments à bon escient. Ces médecins militaires se disent galvanisés pour maintenir la santé des forces de défense et de sécurité de la région de Kankan. Au finish, il s'agit de relever des défis spécifiques de la médecine militaire. L'actualité nationale, c'est aussi le Crédit rural de Guinée qui appuie le système éducatif guinéen. L'institution de microfinance fait un don de matériel informatique et de kits scolaires aux meilleures écoles et aux autorités éducatives de la région de la Baie. La cérémonie de remise a regroupé les autorités administratives. Abdoulaye Diallo commente les images de Sarafdine Diallo. Ce don est composé d'ordinateurs portables et de kits solaires. Le geste vise à approcher ces deux entités qui jouent un rôle primordial dans la société. Nous nous sommes dit que s'il y a des meilleurs élèves, il y a forcément des acteurs qui chaque jour travaillent pour produire ces élèves de qualité-là. Alors nous sommes à un moment penchés sur eux, d'où la mise en place de ce don-là à l'initiative des écoles pour récompenser les meilleures écoles en leur offrant du matériel didactique, à savoir des ordinateurs et des kits solaires pour les accompagner dans leur travail quotidien. Nous collaborons aujourd'hui avec les enseignants dans le cadre du virement des salaires, mais aussi dans le cadre de la formation en éducation financière aussi que nous assurons au niveau du secteur éducatif. Ce matériel informatique et solaire est destiné aux meilleures écoles et aux autorités éducatives de la région. Toute une satisfaction pour les responsables éducatifs et administratifs de la Baie. Le Crédit rural nous facilite la gestion des enseignants, surtout en fin de mois. Donc nous leur remercions très sincèrement. Et en plus de tout ça, maintenant, l'ordinateur dans les écoles, ça va permettre aux conseillers pédagogiques, ça va permettre aux chargés de planification de mieux gérer les dossiers des élèves et d'être à jour en matière de gestion administrative des établissements. Nous pouvons rassurer le Crédit rural que ces outils seront bien gardés, bien utilisés pour que vraiment désormais les autres écoles qui aussi sont là pour qu'ils vraiment soient équipés avantageusement pour pouvoir aussi bénéficier de dons pareils. Créé par l'État guinéen il y a de cela 35 ans, le Crédit rural de Guinée accompagne les populations rurales dans l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail.
Alors, à Gbantama, c'est dans Dubrika où les élèves de l'école primaire viennent de recevoir des kits scolaires. Ce geste de la société Wasolo Mining vise à accompagner les enfants de la localité dans leur formation et encourager les parents d'élèves à scolariser les tout-petits, principalement les filles. Plus de précisions avec Bakari Bamba Kondi. Dans la préfecture de Dubreka, les autorités de l'enseignement secondaire et les sociétés qui s'y trouvent unissent leurs efforts pour encourager la formation à la base. Ainsi, les élèves de l'école élémentaire de Gbantama viennent de bénéficier d'un important lot de kits scolaires par la société Wasolo Mining, filiale d'Odav Multi-Industrie. Il s'agit entre autres des cahiers, ardoises, des stylos et des instruments géométriques. Lorsque les enfants étudient, cela y va dans l'intérêt de la Guinée en général et en particulier de la localité concernée. Donc, nous nous sommes dit, dans le cadre du développement de la localité de Gbantama et dans l'idée du président de la République, le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, nous avons décidé de faire un partage de kits scolaires aux élèves de Gbantama. L'obtention de ces kits scolaires vient favoriser la formation et l'éducation de ces élèves du district de Gbantama. Vraiment, on remercie la société Wasolo Mining pour ce majestueux cadeau qu'ils nous ont eu à faire avec les enfants. On souhaite de plus. Chaque année, l'école donne de bons produits. J'ai demandé à ce que l'école soit sécurisée, c'est-à-dire être dans une clôture. Et qui parle de la vie, parle de l'eau. Donc j'ai demandé à l'entreprise de nous aider à avoir un fourrage. L'école élémentaire de Gbantama est vieille de plusieurs années. Son extension et la formation continue des enfants de la localité dans un environnement sain est le souhait émis par les parents d'élèves, ce à court terme. La promotion de l'éducation à la base à Boké, le lycée-collège Filira est entièrement rénové et équipé. Cet établissement public dispose désormais de 28 salles de classe qui offrent un cadre d'apprentissage adéquat aux élèves. Les travaux ont été réalisés par la Fondation WASNI et la société UMS grâce à l'accompagnement des autorités régionales et préfectorales. Moussa Namina Keita, Amadou Touré. Plus grand établissement d'enseignement scolaire de Boké, le lycée-collège Filira est à ce jour entièrement rénové et équipé. Un geste de la Fondation WASNI et la société UMS qui vise à créer un environnement d'apprentissage adéquat aux élèves et encadreurs de cette école qui compte plus de 1000 élèves. Nous savons tous que l'environnement dans lequel nous évoluons joue un rôle essentiel dans notre épanouissement. Grâce à cette rénovation, nous avons pu améliorer non seulement l'esthétique de notre établissement, mais aussi sa fonctionnalité, ainsi que des installations modernes sont désormais à la disposition de nos élèves et de notre équipe éducative. Nous avons aujourd'hui 28 salles de classe entièrement rénovées, 20 latrines entièrement sécurisées et un accès à l'eau potable grâce à un forage. De plus, nous avons réhabilité une bibliothèque, rénové un ancien poste de santé et aménagé un espace pour les cantinières, permettant ainsi à plus de 1680 élèves aujourd'hui d'apprendre dans un cadre plus adapté et plus confortable. Il s'agit de la 12e école publique réhabilitée dans la préfecture de Boké. Le tandem UMS Fondation WASNI accompagne ainsi la promotion de l'éducation dans cette zone minière. Objectif, accroître le taux de scolarisation à plus de 50%. Au corps professoral de prendre soin de ces établissements rénovés et équipés. Nos remerciements vont à l'endroit du gouvernement guinéen pour son esprit de refondation, du président de la République, chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, qui aujourd'hui a comme priorité l'éducation. Cette cérémonie de remise officielle du complexe scolaire de Filira mobilise autorités éducatives partenaires de l'école. Le confort créé pourrait ainsi booster les résultats scolaires en fin d'année.
À bientôt, un siège régional pour la coordination Kounia de Zérékoré. La pose de l'infrastructure vient d'être faite au cours d'une cérémonie organisée à cet effet. Elle a connu la présence des autorités régionales, préfectorales et coutumières de la région. C'est le fruit de la synergie d'action des fils résidents et ressortissants. Compte rendu, Mohamed Saliou Paye depuis la région forestière. La commune urbaine de Zérékoré vient de marquer un tournant important dans la promotion de la paix avec la pose de la première pierre du siège régional de la coordination nationale du Konya. Cette cérémonie, présidée par le gouverneur, s'est déroulée dans le quartier de Dorota. Elle a réuni les membres de la coordination régionale, des chefs religieux ainsi que des représentants des autres communautés vivant à Zérékoré. Nous souhaitons que ce siège soit construit le plus rapidement que possible, que le délai contractuel soit respecté, pour nous permettre, nous les autorités locales, d'échanger avec les différentes communautés en regardant dans la même direction, dans la même vision. Cette initiative vise à rassembler les membres de la communauté et à renforcer le vivre ensemble. Le futur siège servira non seulement de point de rencontre, mais aussi de lieu d'échange sur la promotion de la paix et de l'harmonie sociale. Aujourd'hui, vous avez vu que toutes les communautés sont représentées ici pour venir accompagner le communauté Konya, parce que à Zérékoré ici, aucune communauté n'a été laissée. C'est pour vous dire que déjà ici c'est la prison, la paix, l'unité nationale qui continue toujours. Symbole de paix et de concorde sociale, la pose de la première pierre de cet édifice entrevoit une lueur d'espoir pour la consolidation du tissu social en Guinée forestière. Aujourd'hui, on est très fiers, on est très contents pour certes vraiment commencement de ces travaux. On remercie la sécurité, on remercie M. le gouverneur et M. le préfet, toute l'autorité confondue, pour trouver une siège digne de nom R+2, au nom de Konya. On est vraiment fiers de cela. La cérémonie qui nous réunit ici aujourd'hui, qui va s'inscrire dans l'annale de l'histoire de notre communauté, est une occasion, celle d'un idéal de progrès et le combat permanent pour la tolérance, la concorde, la paix. Ce moment historique pour la communauté ouvre la voie à de nouvelles perspectives de collaboration et de développement pour tous les habitants de la région. En témoigne cette forte mobilisation des 9 communautés de Zérékoré pour accompagner l'initiative. On reste à l'intérieur du pays où le ministre de l'Agriculture a fait le déplacement. Félix Lama était à Boké pour échanger avec les paysans du monde rural sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leurs activités. Il en a profité pour remettre des machines agricoles aux responsables des groupements et associations avant de visiter quelques champs de riz de certains paysans de la contrée. RTG Boké, Younoussata Welkamar. Le ministre de l'Agriculture au contact des paysans de Boké, Félix Lama, est venu échanger avec les différents acteurs qui s'investissent dans l'agriculture en vue de cerner les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Après avoir écouté attentivement les uns et les autres, le ministre a tout d'abord transmis aux agriculteurs le message d'encouragement du président de la République avant de procéder à la remise des machines agricoles aux responsables des associations et groupements de Boké. Aujourd'hui à Boké, nous sommes là pour la livraison de 19 de ces équipements. Donc 2 moissonneuses batteuses, 2 tracteurs, 4 motofosseuses, 6 batteuses motorisées et 4 motoculteurs. Nous les producteurs, c'est bien des années en souffre parce qu'on travaille avec les mains. Travailler avec les mains ne peut pas couvrir la famille. Mais aujourd'hui, PDCR Vert nous a formés et nous a donné des idées pour que nous aillons maintenant à l'avance. Dès là, le ministre et sa suite se sont rendus dans le champ de riz de l'Aj Karamba Girassi à Kamikolo. Ici, ce paysan a mis en valeur plus de 500 hectares. Un travail qui émerveille les visiteurs. Nous sommes à Boké, dans la région administrative de Boké, dans le champ d'un des champions agriculteurs de la région. Et comme vous le voyez derrière moi,
Il a pu cette année réaliser plus de 500 hectares de riz, lui tout seul. Et dans le cadre justement de la mise en œuvre d'une agriculture intensive et moderne, il était important pour nous de venir discuter directement avec les principaux producteurs de riz dans les différentes zones pour voir un peu quelles sont les réalités du terrain. Je profite de cette occasion pour solliciter l'assistance du gouvernement en vue d'accompagner les agriculteurs. Dans la sous-préfecture de Bintimodia, Félix Lama a aussi rencontré les acteurs du monde rural de la contrée. L'occasion est mise à profit pour expliquer la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, pour accompagner les groupements et coopératives. La visite de quelques plaines de Bintimodia a été la dernière étape de cette prise de contact du ministre de l'Agriculture avec les paysans de Kakandé. C'est un nouvel espoir pour les aviculteurs en Guinée. La restitution de l'étude sur la structuration et les conditions de développement d'une filière poulet de chair est faite avec l'implication de l'État et ses partenaires. Des projets sont prévus pour la relance de ce secteur. L'engouement est grand chez les aviculteurs qui éprouvent un sentiment de satisfaction. Nabila Moussa Kamara, Almami Kobile Keita. Réalisé par le cabinet Salvatera, l'étude sur la structuration et les conditions de développement d'une filière poulet de chair, d'une filière poule pondeuse et les potentiels et conditions de production locale d'aliments pour volailles en Guinée va ouvrir la voie au développement des activités agro-pastorales en Guinée. Il y avait beaucoup d'informations qui nous manquaient. Maintenant, avec cette étude, on a su que la Guinée est en train de perdre beaucoup d'argent. Donc cette étude est un outil qui peut servir à l'État, aux partenaires, au développement, de mettre des contrats-programmes, même sur 5 ans, pour pouvoir essayer de grignoter petit à petit sur les 70 000 tonnes de volailles que nous importons et 44 millions de dollars en mayonnaise que nous importons. Donc cela pourra créer des milliers d'emplois. Après une crise qui a impacté les activités agro-pastorales en Guinée, les acteurs de la filière avicole gagnent de plus en plus l'espoir de réaliser leur ambition. Des résultats nous ont été projetés, des résultats qui font état vraiment de la situation aujourd'hui de la filière avicole et nous espérons que vraiment à travers cette rencontre que beaucoup d'acteurs impliqués ont pu constater le potentiel que la fédération ou que la filière avicole avait et quels étaient, à partir de ces données-là, des schémas ou des stratégies à développer pour un lendemain meilleur pour l'aviculture guinéenne. Je souhaiterais quand même, avec le PFAC, de passage que je félicite, qu'on puisse au moins élargir la restitution de cette étude pour que les décideurs comme les producteurs sachent le défi qui nous attend et surtout appeler l'État à prendre le devant car c'est seulement aujourd'hui dans la sous-région où nous continuons à importer des carcasses. Financé par l'AFD pour accompagner le gouvernement guinéen dans sa politique de valorisation du contenu local. Le PFAG prend une nouvelle direction pour soulager les acteurs de la filière avicole, mais aussi faciliter l'obtention des produits d'origine animale aux consommateurs. Dans l'actualité encore, la Blue Zone de Dixine a servi de cadre à une campagne de sensibilisation. Elle est axée sur l'approche psychosociale pour des professionnels d'institutions privées, publiques et membres d'ONG. Une initiative de l'ONG fière d'être femme soucieuse de la productivité des femmes dans le monde du travail. C'est un reportage de Mikini Moussa Kamara rendu en studio par Abdoulaye Diallo. Ce programme soutient les membres vulnérables de la communauté en leur apportant un soutien psychologique. Une idée de l'ONG fière d'être femme, engagée dans la promotion des prouesses des femmes dans tous les secteurs d'activité socio-professionnelle. Je pense que c'est la première fois. Les participants au sortir de cette formation pourront influencer tous les comportements dans leur environnement, que ce soit au niveau de leur structure de travail, que ce soit au niveau de leurs ONG ou de leurs associations. Ils pourront donner ce qu'ils auront reçu
pour que les comportements changent dans nos communautés, pour qu'on sache que l'être humain doit primer sur tout, quel que soit le comportement de la personne, qu'on sache qu'on peut l'aider à se positionner, à avoir sa place dans la société. Améliorer, renforcer et partager l'approche psychosociale sanitaire des entrepreneurs est l'objectif principal de cette formation. Si tu es dans l'entrepreneuriat, c'est pour te faire des revenus décents. Mais s'il y a des choses qui se passent autour de toi qui t'empêchent d'évoluer dans ton activité, il faut bien que quelqu'un puisse te montrer le bon chemin, que quelqu'un te donne des conseils. Mais des fois, les conseils ordinaires ne portent pas. Mais quand ce sont des conseils qui sont appris dans une formation psychosociale, je pense que ça portera mieux. Ce programme a mis en place des cellules d'écoute pour le soutien psychosocial des femmes qui évoluent dans le monde de l'entrepreneuriat. Un atelier est en cours pour la mise en place d'un système d'orientation. Autre titre de ce journal, les délégués de la 13e édition du Forum international des femmes entreprenantes dynamiques apprécient le site touristique de Soro sur les îles de Los. Ces femmes leaders venues de divers horizons se sont rendues sur ce site touristique au lendemain de la fin du forum. Elles étaient sur le terrain avec notre reporter Mohamed De Camara. Après les 3 jours de travaux consacrés à la promotion de l'entrepreneuriat féminin, certains délégués à ce rendez-vous de Conakry ont mis le cap sur les îles de Los. Sur cette plage magnifique de Soro, les hôtes de la 13e édition du FIED Conakry ont découvert une autre facette des riches potentialités touristiques du pays. On s'est dit qu'il faut venir à Soro pour montrer un peu les potentialités de la Guinée à toutes ces personnes qui ont rallié Conakry pour venir assister à ce forum. Aussi vendre l'image de la Guinée positivement, parce qu'il faut se dire qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Nous sommes venus, les gens ont apprécié et ce site touristique-là a plu à beaucoup de personnes pour permettre aux gens de venir aussi investir dans ce pays qui n'a besoin que de ça pour un développement. Ces représentantes des pays frères qui séjournent depuis quelques jours à Conakry apprécient ce déplacement sur Soro. La plage est magnifique, tout est propre si vous avez constaté et nous avons très bien mangé, tout est bien passé. Nous sommes franchement impressionnés. Ils sont très sympas et nous avons posé quand même quelques questions. Qu'est-ce qui s'est passé ici avec les femmes? Parce que nous sommes de FIED, de la promotion des femmes entrepreneurs. Et là déjà, ils sont dans la pêche et bientôt dans l'agriculture. C'est ça qui est beaucoup impressionnant. Pur bonheur de découvrir la Guinée et les Guinéens. Et je découvre aussi la belle nature parce que la Guinée regorge de nature. Et là, je me sens réellement dans une situation de retour aux sources. C'est la nature, c'est un havre de paix. Ces femmes leaders d'Afrique et du monde partent du pays, satisfaites de l'engagement des autorités en faveur de la promotion de l'autonomisation des femmes qui représentent 52% de la population guinéenne. Un mot de sport pour terminer. La jeunesse de la sous-préfecture de Fadou Saba œuvre pour la consolidation de la paix et le vivre ensemble. Cette semaine, elle a joué le tournoi inter-sous-préfectoral dans la plus grande sportivité. Les fils et filles de cette localité veulent, à travers le sport, créer et consolider le bon voisinage. Notre reporter Djibril Kamara était de la partie. La sous-préfecture de Fadou Saba, anciennement connue sous le nom de Kaboukaria, a été érigée en sous-préfecture le 17 septembre 2020 et a acquis le statut de commune rurale depuis mars 2021. Composée de 11 districts pour une population d'environ 20 000 habitants, Fadou Saba se distingue par son grand marché hebdomadaire qui refoule le monde chaque dimanche. Cette année, la jeunesse en adéquation avec les autorités administratives a joué le tournoi inter-sous-préfectoral de football de feu Mamadou Camara, qui a connu le sacre de l'équipe locale de Fadou Saba face à l'équipe de Balato. Après le tournoi, les joueurs ont été accueillis à Nono, l'un des districts voisins de Fadou Saba. L'atmosphère était chargée d'émotion et de joie. Tout au long des artères, la foule était sortie pour symboliser l'union et le vivre ensemble entre les communautés. Avant de rejoindre Fadou Saba, le trophée a été présenté aux sages de Nono, comme le veut la tradition. Il est 13 h. Les habitants de Fadou Saba, sous un soleil ardent,
attendent avec impatience l'arrivée du cortège des joueurs champions de la préfecture. Sur la place publique du village, notables, autorités préfectorales et communales sont au rendez-vous pour célébrer les champions de la préfecture de Kouroussa. Après cet accueil chaleureux, des distinctions individuelles ont été présentées à la population. Dans son discours, Ibrahima Kabassan Kaba, président de la délégation spéciale de Fadou Saba, a exprimé sa fierté et sa satisfaction aux jeunes champions. Il a invité les jeunes à garder le cap pour conserver le titre de champion pour des années à venir, nourrissant ainsi l'espoir d'un avenir radieux pour tout le Oulada en général et Fadou Saba en particulier. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rgguinée.info. On se retrouve demain pour une nouvelle session d'information de la Guinée, notre parti, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir.